Bonjour à tous. Le 15 octobre de cette année auront lieu en Pologne des élections parlementaires. Ce jour-là, les Polonais vont élire la chambre basse et la chambre haute du Parlement. Donc la chambre basse, c'est la Diète, le Sejm. Ce scrutin est un scrutin proportionnel, donc un scrutin de liste. En Pologne, nous avons 41 circonscriptions. Ce jour-là, les Polonais vont également élire le Sénat. En Pologne, il y a un scrutin uninominal, donc 100 circonscriptions pour 100 sénateurs. Mais le 15 octobre de cette année, exceptionnellement, il y aura également un référendum. Et c'est ce référendum qui pose un grave souci, parce que sa tenue le jour des élections parlementaires, ainsi que la façon où le vote aura lieu, amène en Pologne un certain nombre de controverses qui fait que d'une part, le vote au référendum ainsi qu'aux élections parlementaires s'annonce être un vote irrégulier qui débouchera peut-être sur une crise politique majeure en Pologne. Tout ça, nous le verrons après les élections parlementaires, mais il est à craindre qu'on ait à faire face en Pologne à une crise politique interne majeure, d'intensité majeure, dans un contexte où la Pologne va se trouver en période électorale constante, puisque cette année nous avons les élections parlementaires, l'année prochaine en Pologne il y aura les élections européennes, ainsi que les élections régionales. En 2025, il y aura en Pologne les élections présidentielles, et plus tard, si il n'est pas possible d'avoir une majorité absolue au Parlement après les élections parlementaires de cette année, on peut supposer qu'il y aura une élection parlementaire en 2025, donc une élection parlementaire anticipée, probablement après les élections présidentielles. Donc, une période assez particulière pour la Pologne. La Pologne qui, rappelons-le, se trouve dans une situation risquée de par la guerre en Ukraine, ainsi qu'une situation à haut risque du côté de la Biélorussie, où nous avons toujours un danger qui, pour la Pologne, n'est pas un danger théorique. Mais le contexte politique en Pologne est également très compliqué parce que donc la campagne électorale qui a lieu se déroule dans des conditions pour le moins compliquées. Abus de pouvoir de la part des dirigeants, campagne électorale inéquitable, donc une concurrence politique inéquitable au sens où les dirigeants se servent de l'appareil de l'État contre l'opposition. Une élection à haut risque, un vote qui, tout porte à le croire, sera un vote irrégulier. C'est la situation de la Pologne d'aujourd'hui. Alors, revenons aux élections parlementaires. Donc, nous aurons 6 listes. En Pologne, il y aura donc 6 listes qui vont concourir entre elles. Donc, d'une part, la liste des dirigeants. Donc, Zjednoczona Prawica, l'Union de la droite. Donc, c'est le camp politique qui est au pouvoir en ce moment en Pologne. Son concurrent direct, donc la liste d'opposition principale, donc le parti d'opposition qui a aujourd'hui le plus grand soutien populaire, Koalicja Obywatelska, la coalition civique. Donc c'est une coalition formée d'une part par le parti Plateforme Civique, Plateforme Obywatelska, ainsi que d'autres plus petits partis. Aujourd'hui, c'est la liste principale d'opposition. Si l'on en croit les sondages, donc c'est le parti d'opposition qui a le plus fort soutien donc parmi les partis d'opposition en Pologne. Ensuite, nous avons la liste de gauche, la Lewica. C'est une liste composée de 4 partis de gauche. Quatrième liste, donc c'est une liste, pourrait-on dire, centriste, qui s'appelle Trzecia Droga, donc c'est la troisième voie. Cinquième liste, donc c'est un parti de droite, concurrent de tout le monde, pourrait-on dire, un parti anti-système, Konfederacja, la Confédération, et une sixième liste assez inattendue, une liste qui s'est inscrite au dernier moment, donc qui a rassemblé les signatures nécessaires pour s'inscrire aux élections parlementaires. C'est la liste d'un groupe politique qui s'est appelé les élus locaux à partisans, Bezpartyjni Samorządowcy. Alors, à partisans en théorie, puisque c'est un groupe politique qui coopère avec l'Union de la droite, donc le camp politique qui est au pouvoir en Pologne, en Basse-Silésie par exemple. Donc, 6 listes pour les élections parlementaires, ainsi que donc 6 sénateurs
candidat pour le Sénat, ces élections parlementaires. Donc, je le rappelle, donc, les élections pour le Sénat se font dans le cadre d'un scrutin uninominal. Donc, nous avons ce qui s'est appelé le pacte de l'opposition. Donc, toute l'opposition, donc la coalition civique, plus les partis de gauche, plus la troisième voie, ont proposé des candidats communs pour pouvoir affronter les candidats de l'Union de la droite, donc le camp politique au pouvoir. Donc la Confédération ne fait pas partie de ce pacte, ainsi que donc les élus territoriaux indépendants ne font pas partie du pacte de l'opposition non plus. Donc, une élection à haut risque pour l'opposition, à haut risque parce que la concurrence politique à laquelle l'opposition doit faire face est absolument inéquitable. Pourquoi l'Union de la droite, donc le camp politique au pouvoir, se sert à pleine main de l'appareil de l'État pour faire sa campagne électorale, et même de façon illégale, puisque la campagne électorale de l'Union de la droite dure, peut-on dire, depuis au moins le début de cette année. Donc sous prétexte mener une politique d'information, sous divers prétextes, les divers ministres de l'Union de la droite sillonnent la Pologne, sillonnent le pays, rencontrent les citoyens et leur parlent de tous les bienfaits de l'action de leur gouvernement. Et donc c'est un phénomène qui s'est accentué donc à partir du début de l'été de cette année, où sous prétexte d'informer les citoyens sur l'augmentation des allocations familiales qui aura lieu en janvier de l'année prochaine, donc les politiciens, les dirigeants, les membres du gouvernement de l'Union de la droite ont sillonné tout le pays en organisant des pique-niques, donc soi-disant d'information, mais c'était des pique-niques clairement destinés à la campagne électorale, à faire campagne pour les candidats de la liste de l'Union de la droite. Alors, élément absolument illégal, puisque la date des élections n'était absolument pas connue. Et il est entendu qu'une campagne électorale ne peut démarrer qu'au moment où on connaît la date des élections. Donc c'était une campagne électorale dissimulée. Les dirigeants se sont servis des moyens de l'État, et sous prétexte de faire de l'information, ils faisaient campagne électorale pendant 6 mois, donc ce qui les place en position favorable vis-à-vis de l'opposition en ce qui est en termes de concurrence. Il faut aussi bien voir que les dirigeants disposent de tout l'appareil de l'État. Donc ils disposent notamment des médias publics dont ils se servent à pleine main. Donc ces médias publics qui aujourd'hui ne sont plus publics du tout, ce sont des médias partisans. Ce sont des médias qui, selon certains, rappellent de par les messages qu'ils propagent les médias de l'époque communiste. Donc ce sont vraiment des médias très tendancieux qui font de la propagande pour les dirigeants. Il faut aussi avoir à l'esprit que les dirigeants financent leurs médias par les fonds publics. Donc ce sont des médias publics financés par les fonds publics qui servent aux dirigeants, et des fonds publics qui sont assez énormes, puisque ces médias sont alimentés à raison de plus d'1 milliard d'euros par an. Donc ça représente à peu près plus de 4 milliards de zloty. Donc le zloty, la monnaie polonaise. Donc des médias publics qui sont aujourd'hui complètement détournés au profit des dirigeants. Il faut aussi constater que les dirigeants disposent de tout l'appareil judiciaire. Donc, il sera très compliqué de contester les résultats des élections, au sens où en Pologne, si l'on veut contester la validité d'une élection, il faut s'en remettre à la Cour suprême. Et à la Chambre des situations extraordinaires. Donc c'est cet organe qui juge de la validité ou de l'invalidité d'une élection. Aujourd'hui, cet organe, ainsi que le tribunal, donc la Cour suprême, est contrôlé par l'Union de la droite. Donc aujourd'hui, on a quasiment aucune institution judiciaire qui soit pas sous le contrôle des dirigeants en Pologne. Donc ce qui démontre encore une fois de plus l'inéquitabilité de la concurrence. Les dirigeants se servent également des fonds publics de l'État en détournant à pleine main les fonds appartenant aux entreprises d'État. Alors comment ça fonctionne? Les dirigeants emploient dans ces entreprises d'État des représentants de leur camp politique. Et en contrepartie, donc ces employés reversent une partie de leur salaire mensuel, soit au parti au pouvoir, soit à des politiciens bien précis, donc les politiciens qui leur ont donné ce travail.
Donc aujourd'hui, les entreprises d'État financent très largement l'union de la droite en Pologne ainsi que toutes les initiatives de ce parti. Mais les dirigeants ont décidé de se donner une sécurité supplémentaire parce que ces derniers mois ont montré que l'opposition les rattrape dans les sondages. Donc même si aujourd'hui ils restent en tête des intentions de vote, ça, la plupart des sondages le démontrent, le fait est que donc le principal parti d'opposition, la coalition d'opposition principale, la coalition civique, rattrape l'union de la droite dans les sondages. Donc les dirigeants ont décidé de se donner une sécurité supplémentaire et ont décidé d'organiser un référendum. Alors un référendum qui est un simulacre de référendum, pourquoi? Parce que dans ce référendum, c'est pas du tout les questions que l'on va poser aux citoyens qui ont une quelconque importance. Alors ces questions peuvent paraître et d'ailleurs sont ridicules quand on les présente, mais c'est pas du tout le but recherché que ce référendum soit reconnu ou pas par les citoyens. Et la réponse à ces questions n'a aucune espèce d'importance. Alors il y aura 4 questions dans ce référendum. Première question, êtes-vous pour la privatisation des entreprises d'État? Deuxième question, êtes-vous pour l'augmentation de l'âge légal de la retraite? Troisième question, êtes-vous pour le mécanisme européen de la relocation obligatoire des migrants tel que veut l'imposer la bureaucratie de Bruxelles? Quatrième question, êtes-vous pour le démontage de la barrière à la frontière polo-biélorusse? Donc, ces 4 questions n'ont aucune espèce d'importance, ils sont complètement ridicules. Ça, donc il faut l'avoir à l'esprit. Pourquoi? Alors, premièrement, donc il n'y a absolument personne aujourd'hui en Pologne qui veut augmenter l'âge de la retraite. Alors là, l'âge de la retraite a été augmenté, certes, en 2012 par le gouvernement de Donald Tusk, donc le président de la plateforme civique, donc aujourd'hui le président de la coalition civique. Cependant, donc cette réforme a été inversée par l'union de la droite une fois que ce camp politique a pris le pouvoir et aujourd'hui tous les partis d'opposition déclarent clairement qu'ils n'augmenteront pas l'âge de la retraite. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout un sujet d'actualité, c'est pas du tout un sujet qui fait débat, puisqu'aujourd'hui personne en Pologne ne veut augmenter l'âge de la retraite. Ensuite, pour ce qui est de la privatisation des entreprises d'État, force est de constater que personne n'a autant privatisé les entreprises d'État que l'union de la droite. Question suivante concernant les migrants. Alors, aujourd'hui, les dirigeants doivent faire face à un scandale de corruption concernant justement leur politique de migration, puisque tout porte à croire qu'un vice-ministre dans le gouvernement de l'Union de la droite, donc le vice-ministre des Affaires étrangères, aurait fait partie d'un réseau qui aurait selon des informations médiatiques pour l'instant, touché d'énormes pots de vin en contrepartie de visas qui auraient été vendus à des citoyens hors Union européenne pour qu'ils puissent venir travailler en Pologne. Donc ce sont des citoyens qui ont été employés par des entreprises au territoire polonais dans le cadre du outsourcing, donc des entreprises qui cherchaient de la main-d'œuvre. Et apparemment, si ces informations se confirment, il y avait une grande affaire de corruption où l'on vendait des visas pour faire venir le maximum de citoyens hors Union européenne, donc des visas Schengen, parce que les entreprises polonaises et étrangères avaient besoin de main-d'œuvre. Le visa aurait été vendu 5 000 $ pièce. Donc ce sont des informations qui restent à confirmer, mais elles sont très crédibles. Aujourd'hui, ces informations sont vérifiées, notamment par le Bureau central anticorruption. Alors c'est une institution qui est certes contrôlée par le gouvernement, mais dans la mesure où cette enquête a débuté, donc tout porte à croire que cette affaire est clairement sérieuse et ces informations sont confirmées. Donc une affaire de corruption énorme. Alors, dans cette situation, donc des dirigeants qui, dans le cadre d'un référendum, demandent aux citoyens s'ils sont contre ou pour le mécanisme de relocation des migrants, un mécanisme européen, donc où il est question de faire venir potentiellement 3000 immigrants hors Union européenne sur le territoire polonais, sachant que la Pologne aura sûrement une dérogation de par les réfugiés d'Ukraine qu'elle a accueillis sur son sol. Ça paraît un peu ridicule si l'on en croit ces informations qui tendent à montrer que des membres du gouvernement, en coopérant avec des entreprises polonaises et étrangères, ont vendu des visas et ont fait venir des citoyens hors Union européenne pour travailler en Pologne en contre-rémunération de 5 000 $ par visa. Alors ensuite, la quatrième question, êtes-vous pour le démontage de la barrière à la frontière polo-biélorusse? Donc pour ceux qui ne le savent pas,
Les dirigeants ont construit une espèce de une clôture barrière à la frontière polonaise-biélorusse pour empêcher les migrants de passer. Donc il y a une crise artificielle, une crise migratoire artificielle qui a été déclenchée par le président biélorusse. Et donc cette barrière donc anti-immigration doit justement empêcher donc les migrants de passer, les migrants qui sont souvent poussés par l'armée et les gardes frontières biélorusses pour pouvoir passer sur le territoire polonais. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument personne qui pense, qui parle de démonter cette barrière, donc cette question est complètement ridicule. Comme je le disais, c'est absolument pas ces questions aujourd'hui qui ont quelconque importance, parce que les dirigeants organisent ce référendum pour deux raisons. Alors, la première raison, la raison essentielle, c'est qu'en organisant un référendum, ça leur permettra de mener une campagne référendaire en parallèle de la campagne électorale concernant les élections parlementaires. Donc, aujourd'hui, donc, la campagne référendaire est soumise à d'autres conditions financières, donc on peut très bien entrer des frais de campagne pour les élections parlementaires de la campagne référendaire, sachant que les élections, le référendum auront lieu le même jour, et aujourd'hui, donc voter dans ce référendum et répondre à ces questions, c'est finalement un plébiscite pour ou contre les dirigeants. Donc, sous couvert de mener une campagne référendaire, on peut très bien mener une campagne électorale concernant les élections parlementaires. Concernant ces élections parlementaires ainsi que la campagne référendaire, il faut avoir à l'esprit que les conditions de financement d'une campagne référendaire en Pologne sont pas précises. C'est-à-dire que n'importe quelle fondation, n'importe quelle organisation peut faire une campagne référendaire sans avoir forcément à s'expliquer sur ses frais. Donc, en entrant des frais dans une campagne référendaire pour une autre campagne, ça permet de pouvoir, en toute légalité, d'exploser, alors complètement exploser ces frais de campagne sans qu'on puisse être mis en accusation par qui que ce soit. Donc, organiser un référendum en parallèle des élections parlementaires et le même jour d'ailleurs que des élections parlementaires, c'est une façon pour les dirigeants de pouvoir se servir des fonds publics de façon tout à fait légale parce que les employés des entreprises publiques maintenant pourront sans limite financer la campagne référendaire, mais ça leur permet également de ne pas avoir à justifier donc tous les frais de campagne ainsi que donc l'explosion de leurs frais de campagne qui pourront entrer dans la campagne référendaire. Donc c'est un mécanisme qui est immoral, mais même si ça reste à la limite de la légalité, ça reste quand même légal puisque les conditions des campagnes référendaires en Pologne sont très imprécises. Donc ça permettra aux dirigeants de ne pas avoir à s'expliquer sur leurs frais de campagne qui seront justifiés par la campagne référendaire. Ensuite, ça leur permettra de rajouter un jour supplémentaire à leur campagne électorale, puisque en Pologne, la campagne électorale doit s'arrêter 24 heures avant les élections, que ce soit les élections parlementaires, présidentielles, locales ou européennes. Ça ne concerne pas les campagnes référendaires, donc les dirigeants pourront mener leur campagne référendaire jusqu'à la dernière seconde, même pourrait-on dire, avant le vote. Donc ça leur permettra de se rajouter un jour supplémentaire à leur campagne électorale. Mais un autre élément qui porte une grave atteinte au processus du vote et au processus démocratique, c'est le jour du vote où les mêmes bureaux de vote organiseront les élections parlementaires et le référendum. Donc le 15 octobre de cette année, donc les Polonais s'ils souhaitent participer aux élections parlementaires et au référendum, le feront exactement en même temps. Donc comment ça va se passer dans les faits? Donc quelqu'un qui voudra voter donc ira à son bureau de vote et il recevra trois listes. Donc la première liste, donc ce sera la liste pour donc les élections parlementaires, la Chambre basse. Une deuxième liste sera la liste pour le Sénat, les candidats pour le Sénat. Mais la troisième liste sera les questions référendaires, donc les questions pour le référendum. Mais le problème, c'est que dans la mesure où les élections parlementaires et le référendum sont organisés en même temps et dirigés par les mêmes bureaux de vote, euh, si l'on participe aux élections parlementaires, si l'on réceptionne la liste des questions référendaires, même si l'on ne la met pas dans l'urne, on est quand même répertorié comme ayant participé au référendum. Et c'est très important pour les dirigeants parce qu'en Pologne, il y a un seuil de participation de plus de 50% des gens qui sont en droit de voter en Pologne. Donc, dans la mesure où les élections parlementaires
feront qu'il y aura plus de 50% de participation, c'est sûr. Ça permettra, justement, sous couvert des élections parlementaires, dans la mesure où les listes pour le référendum seront remises avec les listes pour les élections parlementaires, donc chambre basse et haute donc du Parlement, ça permettra de faire valoir un taux de participation plus haut pour le référendum. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement si l'on ne veut pas participer au référendum, mais si on veut juste participer aux élections parlementaires? Eh bien, là, il faut souligner clairement à la réception des listes, donc aux membres du bureau de vote, que l'on refuse de réceptionner la liste référendaire avec les questions. Et il faut demander expressément aux membres du bureau de vote de cocher sur la liste électorale n'a pas participé au référendum. Donc c'est assez compliqué, mais surtout ça porte une grave atteinte au secret du vote parce que aujourd'hui le pour ou contre du référendum est une déclaration politique. Si l'on participe à ce référendum, dans les faits, on soutient le gouvernement et les dirigeants. Maintenant, ceux qui refusent de participer au référendum répondent à l'appel des partis d'opposition qui appellent ou qui laissent entendre qu'il faut boycotter le référendum. Donc, dans la mesure où il faut refuser la réception de la liste avec les questions référendaires, cela fait que donc cette demande de ne pas prendre cette demande de cocher la case n'a pas participé au référendum est une déclaration de soutien politique en soi. Donc le secret des élections n'est plus garanti. Euh, c'est un grave souci, puisque si quelqu'un ne veut pas participer au référendum, il est obligé de le souligner. Faisant cela, il montre clairement ses préférences politiques. En cela, le vote n'est plus secret. Donc le vote n'est plus secret, n'est plus garanti. Alors, si dans les villes, ça sera peut-être pas un souci, dans les campagnes, ça peut être un problème. Parce que dans les campagnes, beaucoup de gens se connaissent, voire tout le monde se connaît. Et donc dire clairement devant un bureau de vote qui est composé par des gens qui représentent les autorités locales, je refuse de participer à ce référendum, je refuse de prendre la liste avec les élections référendaires, c'est clairement se mettre d'un côté politique. Et si nous avons une communauté qui soutient les dirigeants, donc c'est clairement se mettre contre cette communauté. Donc ce référendum a justement pour objectif d'augmenter le taux de participation parmi les électeurs de l'Union de droite, mais aussi de faire en sorte que, euh, dans la mesure où certaines personnes pourraient être inquiètes d'être reconnues dans le cadre de leurs élections, de leur façon de choisir leur candidat, acceptent d'être considérés comme ayant participé au référendum. Donc ça permettra aux dirigeants de justifier d'une plus haute participation dans ce référendum. Donc c'est une façon finalement d'intimider les électeurs, parce que si vous avez un système où le même jour, en même temps, un bureau de vote organise une élection parlementaire, une élection où vous avez deux listes plus un référendum, et que pour ne pas participer à ce référendum, il faut expressément demander à ce que on ne réceptionne pas la liste avec les questions référendaires et à ce que soit coché sur la liste le fait qu'on n'ait pas participé au référendum, du coup, le scrutin n'est plus secret. Donc là, on a affaire à un vote qui est irrégulier et à une façon de voter qui pourrait être remis en question plus tard par un parti qui perdrait les élections. Donc, ces élections parlementaires, aujourd'hui, s'annoncent très compliquées. Il faut aussi revenir quelques mois en arrière pour voir qu'un autre élément fait que le vote, comme tout porte à le croire, sera effectivement irrégulier. Pourquoi? Alors, malgré le fait que ça a été illégal, puisque le Conseil constitutionnel, de par un arrêt il y a quelques années, a bien spécifié en Pologne qu'il n'était pas légal de changer une loi électorale à moins de 6 mois avant une élection. Les dirigeants l'ont quand même fait, ils ont changé à moins de 6 mois la loi électorale, à moins de 6 mois des élections parlementaires, et ils ont apporté à la loi électorale des changements quand même importants. Alors, quels sont ces changements? D'une part, on a redécoupé les circonscriptions électorales. Et c'est important puisque, comme je le disais, en Pologne, nous avons un système de scrutin proportionnel aux élections parlementaires, donc 41 circonscriptions.
Et les experts disent clairement que sur ces 41 circonscriptions, 20 circonscriptions ont un souci de représentation, c'est-à-dire que le nombre de mandats ne correspond pas au nombre d'habitants. Donc on a des circonscriptions qui sont surreprésentées et d'autres qui sont sous-représentées. Et comment ça a été mis en place? Eh bien, donc les dirigeants ont ajouté des mandats parlementaires aux circonscriptions qui votent pour eux, au détriment des circonscriptions qui votent plutôt pour l'opposition. Donc on a clairement renforcé les campagnes au détriment des villes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, dans les faits, donc les partis d'opposition devraient avoir, en toute théorie, une vingtaine de mandats de plus euh, dans, euh, dans le découpage des circonscriptions, mais après les différents changements qui ont eu lieu, avec la nouvelle loi électorale, on leur enlève ces 20 mandats qui ont été attribués aux circonscriptions qui votent plus pour l'union de la droite. Donc l'union de la droite s'est ajouté une vingtaine de mandats de façon tout à fait injustifiée, puisque ces circonscriptions ont une représentation qui ne correspond plus du tout à leur nombre d'habitants. Donc ça, c'est la première chose qui fait qu'aujourd'hui, la loi électorale crée une équitabilité dans la concurrence et dans ces élections, et qui montre une irrégularité du vote. Si on a des circonscriptions qui sont surreprésentées, que ça a été fait de façon voulue, délibérée, on voit clairement que l'Union de la droite veut influer sur ces élections. Mais dans les faits, effectivement, l'Union de la droite s'est ajoutée une vingtaine de mandats. Ensuite, il faut bien voir que donc, ces décisions ont été prises, comme je le disais, en toute illégalité, puisque elles ont été prises hors délai. On a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit clairement qu'on ne peut pas changer la loi électorale à moins de 6 mois avant les élections, quelles qu'elles soient. En regardant les sondages, les dirigeants se sont dit qu'ils pouvaient perdre ces élections, donc ils ont décidé de changer la loi électorale de façon à les favoriser. Donc le changement des circonscriptions, du nombre des mandats, c'est une chose, mais il y en a d'autres qui ont été changés. Une autre chose très importante, c'est que dans le cadre de, soi-disant, vouloir augmenter le taux de participation, on a créé les conditions pour pouvoir créer des bureaux de vote dans les circonscriptions qui votent pour l'union de la droite. Donc notamment, on crée des bureaux de vote près des églises pour, donc, soi-disant, simplifier la façon de voter donc aux personnes âgées. Donc c'est une façon de permettre à l'Église de faire campagne, c'est une façon, disons-le clairement, d'intimider les gens dans les campagnes, dans les provinces qui vont à l'Église. Donc le curé vous dit il faut aller voter, le curé vous accompagne, vous allez voter avec monsieur le curé vous dit ce qu'il faut voter, et puis vous votez comme monsieur le curé vous l'a dit. Voilà, en gros c'est un peu le mécanisme qui a été créé. Donc ça permet de s'assurer le vote des habitants des campagnes, mais surtout de s'assurer le vote des indécis et de ceux qui ont été déçus par l'union de la droite. Ça permet donc de faire en sorte que l'Église peut influer sur ce vote, peut influencer le vote, peut pouvoir même intimider certaines personnes pour aller voter. Mais aussi, ça fait que donc dans les communes, dans les circonscriptions où l'on vote plus pour l'union de la droite, on a créé des bureaux de vote pour simplifier ce vote, au détriment justement des circonscriptions où on vote plus pour l'opposition. Donc, changement qui montre une fois de plus l'irrégularité de ces élections. Mais un autre élément qui est très important concerne la façon de compter les voix. Alors, une fois de plus, dans le cadre d'une intention louable, à savoir renforcement de la transparence du dépouillement du scrutin, du dépouillement des urnes, on a décidé de changer la façon de compter les voix. Donc, à partir des élections parlementaires de cette année, donc le décomptage des voix dans chaque bureau électoral devra se faire en même temps par tous les membres du bureau. Donc, ça change la donne, puisqu'avant, traditionnellement, les participants au bureau de vote se divisaient en quelques groupes, et chaque groupe prenait une partie des voix, les comptait et faisait donc les protocoles, les rapports. Et maintenant, donc tout le bureau de vote devra en même temps compter toutes les voix qui ont été remises dans l'urne du bureau. Mais le problème suivant, c'est qu'ils auront 24 heures pour le faire. Donc en gros, 24 heures, il faudra que toutes les voix d'un bureau soient comptées, que tous les protocoles soient faits,
et que les résultats soient envoyés donc au bureau central de la Commission nationale des élections. Si en 24 heures, un bureau de vote n'a pas envoyé donc tous ces protocoles, donc n'a pas fini toute la procédure, donc les voix sont annulées de ce bureau de vote. Alors ça pose un grave souci à l'étranger. Parce que donc, les commissions électorales, les bureaux de vote électoraux qui seront à l'étranger manquent de personnel. Donc il y aura sûrement beaucoup de participation. Ces dernières années montrent clairement que les Polonais de l'étranger votent plus. Donc on est passé à environ 150 000 de Polonais qui votaient à l'étranger en 2007. À environ 1,5 million, 500 000 de Polonais qui votent à l'étranger en 2020 aux élections présidentielles. Donc on sait que le vote des Polonais à l'étranger augmente sensiblement depuis 10 à 15 ans et que c'est constant. Maintenant, le souci pour l'Union de la droite, c'est que les élections présidentielles ont montré clairement que les Polonais de l'étranger votent de plus en plus pour l'opposition. Donc les élections parlementaires de 2019, les élections présidentielles de 2020 ont clairement montré que les Polonais de l'étranger votent pour la coalition civique et d'autres partis de plus en plus. Et donc ça fait que le vote des étrangers aujourd'hui n'est plus un atout pour les dirigeants. Donc, ils ont créé un système qui va leur permettre d'annuler ce vote de l'étranger. Comment? Eh bien justement, si les voix ne sont pas comptées en temps et en heure dans les bureaux de vote à l'étranger, à savoir donc si les voix ne sont pas comptées, si les protocoles ne sont pas rédigés et si ces protocoles ne parviennent pas donc en Pologne, donc à la Commission centrale des élections, on estimera nul et non avenu le processus électoral dans les bureaux de vote qui n'ont pas réussi à accomplir toute la procédure dans les délais impartis. Et donc ça permettra d'annuler, selon le bon vouloir, donc un certain nombre de votes, un certain nombre de bureaux de vote. Et finalement, on ne sait même pas comment ça va se passer parce qu'on peut aussi imaginer une situation où on voit que des bureaux de vote n'ont pas voté majoritairement pour les dirigeants, donc les dirigeants ont intérêt à annuler leur vote. Et du coup, on apprend coup par coup que le protocole n'est pas arrivé en temps et en heure, et du coup, on annule ce vote qui a été fait dans ce bureau de vote. Donc, ça crée d'un manque de transparence, et effectivement, à l'étranger, il va y avoir un souci, puisqu'il n'y aura pas assez de personnel dans les commissions électorales à l'étranger, les bureaux de vote à l'étranger pour les Polonais, pour faire cette élection, ce comptage en temps et en heure. Il faut également garder à l'esprit qu'on se retrouve aujourd'hui avec un double vote. Donc, le 15 octobre, il y aura un double vote. Pourquoi? Il y aura les élections parlementaires et il y aura le référendum. Donc aujourd'hui, les élections parlementaires et référendaires devront être assurées à l'étranger par des bureaux de vote qui manquent déjà de personnel et qui auraient eu déjà beaucoup de soucis pour compter et accomplir la procédure en temps et en heure juste les votes pour une élection parlementaire. À cela vont s'ajouter maintenant les voix pour le référendum qui aura lieu le même jour que les élections parlementaires. Donc, pour certaines commissions, ça paraît quasiment impossible pour certaines commissions à l'étranger d'accomplir cette procédure en temps et en heure. Mais les dirigeants ne semblent pas entendre cet argument. Ils répètent que tout sera fait en temps et en heure et qu'il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter. Mais dans les faits, on peut constater clairement que tout est organisé pour pouvoir, si les dirigeants le décident, tout simplement annuler le vote des Polonais votant à l'étranger. Donc cette menace est de plus en plus apparente, au point que les partis d'opposition appellent aux Polonais à l'étranger de venir voter en Pologne, puisque tout porte à croire que logistiquement, il n'est pas possible de compter ces voix donc pour ce double scrutin, donc les élections parlementaires et donc le référendum à l'étranger en temps et en heure, donc c'est infaisable. Donc le délai des 24 heures ne pourra pas être respecté en aucune façon. Ça permettra donc aux dirigeants d'annuler 1,5 million de voix si ces voix ne leur sont pas favorables, ou alors ça leur permettra d'annuler une partie des circonscriptions à l'étranger donc qui ont voté contre les dirigeants, donc une partie des bureaux de vote qui ont voté contre les dirigeants. Ça leur permettra de façon tout à fait manuelle et arbitraire de décider quelle voie peut-on valider, quelle voie on ne valide pas. Donc tout ça montre clairement que cette élection
sera inéquitable. On a des abus de pouvoir récurrents de la part des dirigeants qui se servent des moyens de l'État pour faire campagne. Nous avons donc une campagne électorale, une concurrence complètement inéquitable entre l'opposition et les dirigeants. Ensuite, nous avons donc une loi électorale qui a été changée de manière illégale euh, à moins de 6 mois avant les élections parlementaires. Donc des changements qui sont très défavorables à l'opposition, favorables aux dirigeants. Nous avons ensuite un référendum qui permet aux dirigeants d'augmenter, de démultiplier, de décupler leurs dépenses de campagne. Enfin, nous avons un système qui va permettre aux dirigeants, s'ils le souhaitent, d'annuler, d'invalider 500 000 voix qui seront remises à l'étranger. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où c'est une élection complètement irrégulière auquel nous avons affaire en Pologne. Et cela fait qu'il sera très possible d'invalider cette élection. On peut très bien imaginer qu'un parti qui perd des élections demande l'annulation de cette élection. Mais comment ça pourrait se passer? Puisque, comme je le disais, l'appareil judiciaire aujourd'hui est contrôlé par les dirigeants. Donc on peut très bien imaginer qu'un parti d'opposition qui perd des élections dépose plainte auprès de la Cour suprême, donc qui est chargée donc, de valider ou d'invalider les élections. Mais comme la Cour suprême est contrôlée par les dirigeants, donc elle rejette cette demande et rejette cette plainte. Mais imaginons la situation inverse. Nous avons les dirigeants qui, malgré tous ces mécanismes frauduleux qu'ils mettent en place, perdent des élections. Ils pourraient eux aussi très bien demander à ce que l'élection soit invalidée pour raison X, Y, en se servant justement des mécanismes frauduleux qu'eux-mêmes ont créés. Donc, les dirigeants ont non seulement créé des mécanismes frauduleux leur permettant d'avoir un grand coup de pouce dans la campagne des élections, mais ils ont également créé des mécanismes, des systèmes pour invalider l'élection dans le cas où cette élection leur serait défavorable. Donc il faut bien voir qu'aujourd'hui on est dans une situation en Pologne qui rappelle bien plus un État autoritaire qu'un pays démocratique. Alors, il y aura 20 représentants de l'OCDE qui seront là pour observer les élections parlementaires en Pologne, dont 11 d'entre eux seront dans la région de Varsovie. Mais d'ores et déjà, quand on observe la campagne électorale en Pologne, quand on observe les décisions qui ont été prises concernant le déroulement du vote, quand on observe le référendum qui a été créé avec des questions ridicules qui n'ont aucune importance, quand on observe comment les dirigeants se servent de l'appareil de l'État pour faire campagne, quand on observe comment les dirigeants se servent de la campagne référendaire pour décupler leurs frais de campagne, enfin quand on observe comment les dirigeants se servent du référendum pour intimider les électeurs et que ce sera un élément d'intimidation vis-à-vis des électeurs le jour des élections parlementaires et du référendum, quand on observe comment est-ce qu'on a redécoupé les circonscriptions pour donner un avantage aux dirigeants, enfin quand on observe comment est-ce qu'on a créé les bureaux de vote pour permettre à l'Église de faire campagne, voire d'intimider un certain nombre de croyants, comment est-ce qu'on l'a fait pour faciliter le vote dans les campagnes, là où l'on vote pour l'union de la droite, quand on observe les mécanismes qui ont été créés pour pouvoir invalider le vote des Polonais à l'étranger, et enfin quand on observe que tous ces éléments qui sont pour le moins frauduleux peuvent également servir les dirigeants à pouvoir invalider les élections parlementaires par la Cour suprême qu'ils contrôlent dans le cadre où ils perdraient ces élections, on se rend bien compte qu'aujourd'hui la Pologne se trouve dans une situation compliquée et qu'on peut se retrouver dans une crise politique majeure. Puisque si on se retrouve dans une situation où cette élection parlementaire est invalidée, on peut se retrouver dans une lutte politique dont le résultat paraît complètement imprévisible, ou même dans une situation inverse où les dirigeants arrivent de par tous ces mécanismes frauduleux à garder le pouvoir et l'opposition conteste le déroulé de ces élections. Donc cette situation aujourd'hui est pour le moins mauvaise et il faut bien en avoir conscience. Situation politique mauvaise, des dirigeants de très mauvaise foi qui ne se gênent pas pour mettre en place des mécanismes absolument frauduleux, immoraux, certains illégaux, certains à la limite de la légalité, pour garder le pouvoir en Pologne. Des dirigeants qui aujourd'hui se rendent coupables d'affaires de corruption, qui sont mis à jour par l'opposition, mais dont les dirigeants ne voient pas l'intérêt de s'expliquer. Tout ça se passe dans un pays qui se trouve être en grand danger, puisque nous avons donc une crise majeure sur le flanc est de la Pologne, d'une part la guerre en Ukraine, d'autre part une situation, pourrait-on dire, explosive du côté de la Biélorussie.
Un contexte très compliqué, un contexte sur lequel je voudrais attirer l'attention des journalistes observateurs, commentateurs français, puisqu'aujourd'hui la Pologne se trouve dans un contexte très défavorable et on ne sait pas trop comment ce contexte risque d'évoluer, sachant que la Pologne se trouve dans un processus de ce qu'on appelle le marathon électoral, puisque les élections parlementaires auront lieu le 15 octobre, mais après, l'année prochaine, donc deux autres scrutins, les élections régionales, les élections européennes. Ensuite, en 2025, les élections présidentielles et probablement une autre élection parlementaire. Donc, dans la mesure où la Pologne va se trouver dans un état de campagne électorale permanent, ça va largement compliquer la façon de gérer le pays. Mais surtout, dans la mesure où on se trouve dans une situation où il n'y a absolument aucune confiance entre les dirigeants et l'opposition, où l'opposition contrôle plutôt les grandes villes et donc l'Union de la droite contrôle le pays au niveau central, dans un niveau de confiance qui n'existe pas, donc, où finalement personne ne se fait confiance, c'est très compliqué de collaborer, de coopérer. Donc ça complique très largement la gestion. Donc aujourd'hui, la Pologne a un grave souci. Et on ne peut pas savoir comment ça va évoluer. On a également l'impression que les dirigeants sont prêts à beaucoup, je ne sais pas s'ils sont prêts à tout, pour garder le pouvoir en Pologne. Ils se sont rendus coupables des fraudes que j'ai énumérées dans cet enregistrement. La question qu'on peut se poser, c'est si en cas d'échec électoral, est-ce qu'ils seront prêts à remettre le pouvoir à l'opposition? Ça, on ne le sait pas. La question paraît valable si l'on observe tout ce qui a été mis en place pour garder le pouvoir en Pologne. Il faut aussi rappeler que les dirigeants se sont rendus coupables d'écoutes illégales. Donc en 2019, lors de la campagne électorale précédant les élections parlementaires, euh, les services secrets polonais ont mis sur écoute le responsable de la campagne électorale de la coalition citoyenne civique, Krzysztof Brejza, et d'autres politiciens de l'opposition, ainsi que même des procureurs qui n'étaient pas d'accord avec les décisions prises par les dirigeants, ont été mis sur écoute. Des journalistes, des procureurs, des politiciens locaux, centraux, des opposants aux dirigeants ou alors des opposants potentiels ont été mis sur écoute. On parle d'environ 500 à 600 personnes. Tout ça concerne ce qu'on appelle en Europe le Pegasus Gate. Et ces éléments, selon certains juristes, auraient déjà suffi à invalider les élections parlementaires de 2019. Alors que là, nous avons donc des éléments clairs qui tendent à démontrer clairement que les dirigeants sont prêts quasiment à tout pour garder le pouvoir en Pologne, en changeant la voie électorale de manière illégale, en créant des mécanismes d'invalidation des votes, et autres éléments dont j'ai parlé auparavant. On peut clairement se demander si en cas d'échec électoral, les dirigeants seront prêts à remettre le pouvoir à l'opposition. C'est une question aujourd'hui qui paraît très pertinente au vu du contexte dans lequel se trouve la Pologne. Donc je voudrais une fois de plus attirer l'attention des observateurs français et autres, des journalistes, des commentateurs sur la situation pour le moins compliquée dans laquelle se trouvent la Pologne et les Polonais au jour d'aujourd'hui. La Pologne qui rappelle de plus en plus un pays autoritaire, de moins en moins un pays démocratique respectant les standards et les législations, les coutumes qui fait foi au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, la Pologne est, pourrait-on dire, bien plus proche de la Russie de Poutine ou de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan que qu'un pays démocratique de nature européenne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous remercie du temps que vous avez consacré à cette vidéo. Pour ceux qui estiment que cette vidéo a une quelconque valeur, je les invite à bien vouloir la liker, ainsi qu'à transmettre le lien de cette vidéo à vos contacts. La situation est grave en Pologne et je pense que c'est important d'en informer un maximum de gens. Peut-être sera-t-il nécessaire à un moment donné d'avoir un soutien international si les élections font que les dirigeants décident de garder le pouvoir de façon indue et illégale. Peut-être qu'il faudra en appeler aux institutions internationales pour avoir un soutien hum, pour rétablir l'ordre démocratique en Pologne. Donc je pense que c'est important de relayer cette information, cette vidéo, pour qu'on prenne conscience de la situation dans laquelle se trouve la Pologne, une situation de moins en moins démocratique. J'invite également tous ceux qui estiment que mes films sur YouTube ont quelconque valeur à bien vouloir vous abonner à ma chaîne, à en parler à vos amis. Je vous remercie pour tous vos commentaires et vos questions. Dans un avenir très proche,
J'enregistrerai d'autres films donc en français, en polonais, donc des films qui concernent la situation en Pologne, en France, en Europe. Donc je commente tout ce qui a de l'importance pour notre quotidien, en Pologne, en France, en Europe. Pour l'heure, je vous remercie une fois de plus pour votre attention et vous dis à très bientôt.